Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette série spéciale de cheminement où j'invite des autrices et des auteurs à venir parler de leurs livres. Et dans cet épisode, je vous propose de rencontrer Bertie Fleury. Bonjour Marguerite. Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Très bien. Alors Bertie, tu as écrit un livre qui s'appelle Endométriose, prendre les dessus de sa maladie. Tu es coach, tu viens de passer ton diplôme de patiente experte. Et aujourd'hui, on va parler de ton livre que tu, j'imagine, as construit un peu comme un guide très très pratique, très pédagogique pour que les femmes puissent comprendre ce que c'est que l'endométriose, mais aussi et surtout leur donner des clés pour essayer de mieux vivre au quotidien avec la maladie. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée d'aller piocher en fonction de ce qu'on peut ressentir au quotidien dans le corps, mais aussi ce qu'on peut vivre un peu émotionnellement avec la maladie, parce qu'on se retrouve souvent très seul en fait après le diagnostic. L'errance continue et on a besoin de se sentir un peu accompagné aussi après. Alors ton livre, il contient beaucoup de schémas pour expliquer simplement des concepts parfois un peu compliqués, des illustrations, des positions de yoga qui n'ont pas l'air très faciles à faire, mais on y reviendra. Et tout ça, en fait, ça va permettre de pouvoir réduire des douleurs. On sent qu'il y a vraiment une intention que tout soit clair. Et tu as raison, en fait, parce que de prime abord, rien n'est clair sur l'endométriose. Cette maladie, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va. Dans quel contexte tu as décidé d'écrire ce livre ? Alors moi, j'ai été diagnostiquée d'endométriose en 2016, donc il y a 7 ans. Ça c'est arrivé de manière complètement fortuite, en fait, après 19 ans d'errance médicale, parce que j'avais toujours eu des douleurs depuis les règles, comme la plupart des femmes, c'était normal, personne ne s'était formalisé et ne s'était inquiété en fait de ces douleurs. Et puis en fait, j'étais diagnostiquée fortuitement lors d'une grossesse extra-utérine, où quand on m'a fait la cœlioscopie pour retirer la trompe qui avait été abîmée par la grossesse extra-utérine, on a découvert des lésions d'endométriose partout. Et je me suis retrouvée extrêmement seule parce que j'avais ce désir de grossesse. Les solutions qu'on me proposait n'étaient pas forcément compatibles avec la grossesse parce que le traitement hormonal, c'est pas compatible. Et du coup, j'ai mis en place énormément de choses naturelles pour essayer de me donner le temps de reconcevoir un bébé spontanément, mais de ne pas souffrir comme je souffrais, parce que je souffrais le martyre, notamment les 2-3 premiers jours des règles où j'avais l'impression qu'on me déchirait le ventre à coups de couteau quand j'allais aux toilettes. Et en fait, j'ai réussi à reconcevoir 3 petits garçons, puisque j'ai 3 petits garçons aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai plus de douleur. Et il y a 4 ans, j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit « Mais est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour soulager l'endométriose, etc. » Et j'ai commencé à leur donner les trucs et astuces, on va dire, que j'avais mis en place pour moi. Et en fait, il se trouve que ça les a beaucoup aidées, certaines sur les douleurs, d'autres pour avoir un bébé. Et elles me disent « Pourquoi tu ne lances pas un compte Instagram pour raconter ce que tu as mis en place ?» Ce que j'ai commencé à faire. Et en fait, j'ai été contactée par une maison d'édition pour faire un livre dans lequel je puisse recenser tous ces outils. Et en fait, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours adoré écrire. Et donc, j'étais ravie de pouvoir allier le fait d'aider d'autres femmes à découvrir ces outils et de pouvoir passer du temps à écrire, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et donc, ta démarche personnelle, ça a été de mettre en place, alors j'imagine que ça ne s'est pas fait un peu du jour au lendemain, mais une approche vraiment pluridisciplinaire pour essayer de mieux vivre avec cette maladie. Comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que c'est du coup des choses que tu as testées un peu au hasard, ou c'est parce que tu cherchais des réponses que tu ne trouvais pas et que finalement, à la fin, tu te retrouves avec énormément de clés à partager ? C'est un peu les deux. J'ai toujours été
très bien suivie médicalement, voilà, avec de super spécialistes, notamment à l'hôpital Cochin. Mais c'était pas suffisant. Et en fait, moi, quand je suis dans un état de panique généralisée, parce que c'était le cas, en fait, quand j'étais diagnostiquée, je me suis dit, j'aurai jamais d'enfant. C'est ma vie est fichue, quoi. Et donc, j'étais vraiment dans un état d'anxiété très, très fort, voilà, avec des crises de pleurs, etc. Voilà, je pense que beaucoup d'entre nous, on passe par là quand on a de l'endométriose. Et en fait, je m'active beaucoup. C'est-à-dire que du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Alors, il y a 7 ans, c'était pas comme c'est aujourd'hui. C'était pas aussi développé. Il n'y avait pas beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y avait le compte de certaines associations. Et puis, il y avait voilà, beaucoup de contenu, surtout dans les pays anglo-saxons. Et du coup, j'ai lu des femmes qui racontaient leur parcours. Et j'avais la chance de pouvoir parler anglais. Et du coup, j'ai découvert pas mal de choses. Et j'ai un peu tout essayé, on va dire tout azimut. J'ai commencé par l'alimentation. Et je en parle souvent grâce au livre de Fabien Piasco qui existait déjà à l'époque sur l'alimentation anti-endométriose. Et j'ai fait toute seule en fait. Alors c'est pas du tout ce que je recommande parce qu'il faut mieux être accompagné par un diététicien nutritionniste, un ou une diététicienne nutritionniste. Mais en fait je me suis aperçue que ça fonctionnait extrêmement bien sur moi. Ce qu'il faut savoir c'est que ça fonctionne pas forcément aussi bien chez toutes les femmes, mais que ça peut être intéressant de tester. Et ça fonctionnait très bien. Je me suis dit si ça fonctionne, je vais essayer d'autres choses. Et du coup, j'ai fait de l'ostéopathie, j'ai fait de la kiné, j'ai fait du yoga. Enfin, on va peut-être reparler de ces différentes techniques. J'ai fait de l'ayurveda, j'ai fait de la médecine traditionnelle, l'acupuncture. Et puis, j'ai regardé ce qui fonctionnait sur moi, ce qui fonctionnait plus ou moins bien, sur quoi ça fonctionnait. Parce qu'on parle beaucoup des douleurs, mais il y a énormément d'autres symptômes avec l'endométriose. On a parlé de l'infertilité. Moi, j'avais beaucoup de problèmes digestifs. J'avais ce ventre hyper gonflé de femme enceinte de 6 mois. Je digérais plus rien. J'avais des diarrhées hyper fréquentes et tout ça. Et ça peut agir aussi sur certains de ces symptômes-là. Et donc, j'y suis allée. Et pendant 1 an, j'ai testé plein de choses, en fait. Et depuis, enfin, ça, c'était donc entre 2016 et 2017. Et depuis, il y a plein d'autres nouveaux outils que j'ai découverts, que je continue d'essayer, de tester. Voilà. Donc, il y aura une nouvelle édition avec la mise à jour de toutes les autres techniques que tu vas tester bientôt. J'aimerais bien. J'en parlerai à mon éditrice, mais je pense que ça vaudrait le coup, en effet, ouais. Bah oui, c'est vrai que les choses changent vite et du coup, c'est toujours bien de donner une version actualisée. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Alors, ce guide, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est parsemé de petites citations qui sont assez poétiques et qui donnaient une dimension, je veux dire, encore plus feel good. J'en ai une, là, que je vais citer, mais il y en a plein d'autres. Après, je te demanderai comment tu les as trouvées. L'utérus, c'est le noyau de la femme. S'il est déséquilibré, toute sa vie est déséquilibrée, physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. En fait, ce que j'aime bien dans cette citation, c'est que on comprend à quel point quand ça va pas bien, enfin quand tu as mal au ventre, à quel point ça peut impacter vraiment tous les pans de ta vie. Alors peut-être pas cette citation en particulier, mais les autres, comment tu les as choisies et pourquoi tu les as mises là ? En fait, j'ai mis des citations qui m'ont inspirée pendant mon parcours, qui m'ont inspirée à la fois sur le mindset, parce qu'il y a des citations qui vraiment donnent un petit coup de boost en se disant ok, aujourd'hui ça va pas, mais peut-être que demain ça ira mieux, je sais pas comment enfin voilà, qu'est-ce que la vie me réserve. Et donc je trouve que moi ça me booste vraiment de lire ce genre de choses au quotidien, quand il y a un petit coup de mou. Ça m'a fait le même effet. Voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un, une petite voix qui te dit, qui t'apporte des petits mots sympas au quotidien. Et puis, il y en a d'autres qui sont, pour moi, qui sont très symboliques de l'approche que j'ai voulu dans ce livre, qui est vraiment une approche très globale, en fait, qui est à la fois sur vraiment la partie corps physiologique, mais ce corps, en fait, quand il n'est pas bien, quand on n'est pas bien physiquement, tu le disais, ça a un impact sur nos émotions, notre stress, ça génère de l'anxiété, de l'angoisse, est-ce que je vais pouvoir aller travailler demain, et donc, en plus, il y a une sorte de rétroaction entre si je ne suis pas bien, souvent ça amplifie les douleurs, ça amplifie les symptômes digestifs. Le stress. Et donc voilà, le stress, l'anxiété, ça amplifie les symptômes qu'on peut ressentir avec l'endométriose. Et donc avoir cette approche globale,
c'est vraiment un cercle vertueux, et quand on agit sur l'un, ça va agir sur l'autre et inversement. Et donc pour moi, c'est vraiment important par ces citations de comprendre que avec l'endométriose, c'est important d'aller agir sur plein de petites sphères du quotidien en fait. Alors effectivement, et ton guide, tu me disais en off que c'était beaucoup tes amis qui t'avaient demandé de l'écrire à l'origine. Et en fait, c'est vrai que c'est ce qu'on ressent. On ressent qu'on a une copine qui connaît plein de choses, qui nous file un coup de main. Il y a beaucoup d'informations qui sont décryptées. Et tu parles de la phytothérapie, par exemple. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? La phytothérapie, c'est le fait d'aider à aller mieux grâce aux plantes, en fait. Les plantes, on peut les retrouver sous forme de tisane, on peut les retrouver sous forme de macérat, c'est-à-dire c'est des petites gouttes à mettre dans de l'eau et à boire. On peut les retrouver sous forme de décoction, par exemple. On peut les retrouver sous forme d'huile essentielle. Alors là, on parle plutôt d'aromathérapie. En fait, les plantes, c'est une sagesse très ancienne, en fait, en termes de santé. Ça fait des centaines d'années que ça existe. Et ça peut être un outil support complémentaire, vraiment très utile pour soulager certains troubles. Ça peut être le stress, ça peut être les difficultés de sommeil, ça peut être les douleurs. Et les douleurs, pour l'endométriose, elles s'expriment vraiment sous différents symptômes. Ça peut être des spasmes et des crampes. Elles ont beaucoup de visages. Ouais, elles ont beaucoup de visages, ouais. Ça peut être de l'inflammation, ça peut être de la congestion. Et en fait, il y a des plantes adaptées à tout ça. Alors évidemment, il ne faut pas jouer à l'apprentie sorcière, encore une fois, hein, parce que c'est pas parce que c'est des plantes que c'est extrêmement puissant, en fait. Hein, donc, il faut vraiment être accompagné. Faut pas faire n'importe quoi. Voilà, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Mais ça peut être très utile, en fait, pour soulager des symptômes qu'on n'arrive pas à soulager autrement. Donc ça fait partie des choses que j'utilise toujours, d'ailleurs. Ouais. Parmi les conseils, il y a aussi ceux qui concernent les moyens pour lutter contre la douleur ou le stress, on l'a dit. Donc, tu as mis des positions de yoga pour détendre le bas du ventre, favoriser la détente, soulager les douleurs du bas du dos. Parce que c'est vrai que ça peut aussi... la douleur peut aussi créer cette crispation qu'on a, et après, on a le corps tout endolori. Il y a des postures où je me suis dit clairement j'arriverais pas à les faire, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de les mettre, et pourquoi finalement j'imagine que le yoga c'est aussi un moyen assez accessible, alors pourquoi tu as choisi de les mettre en lumière ? Alors j'ai choisi de les mettre en lumière parce que déjà c'est une discipline où il n'y a pas de performance. Quand tu dis que tu vas pas arriver à les faire, en fait tout le monde peut le faire, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire exactement comme ça sur tire le derrière, livre. En fait. En fait, quand on pratique le yoga pour l'endométriose, il n'y a pas d'objectif de performance. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les posts sur Instagram avec les femmes super fit qui ont le summer body et tout ça. Ce n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment de se faire du bien. Donc, on ne va pas pousser le corps dans ses limites. On va essayer d'apporter ce que tu as dit, apporter de l'espace dans le ventre, ouvrir les hanches, détendre. Et justement, quand ça commence à tirer, c'est plutôt qu'on est dans le phénomène inverse, à remettre de la tension. Et donc, voilà. Bon, je ne suis pas professeure de yoga, mais c'est toute cette expérience que je peux avoir. Et puis, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, il y a des postures. Et d'ailleurs, il y a pas mal de femmes qui m'ont contacté en me disant c'est génial d'avoir des postures, je savais pas quoi faire, on me parle tout le temps de yoga, et le yoga c'est génial pour l'endométriose, mais il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Et en fait, au-delà du livre, on peut facilement trouver sur YouTube gratuitement plein de séquences de yoga adaptées à l'endométriose qu'on peut faire depuis chez soi, et ça permet de pas dépenser 1 euro. Et de se faire du bien quand même. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne cherche pas la performance, on cherche vraiment à se faire du bien. Et même si c'est 5 minutes, on n'a pas besoin de faire 1 heure de yoga pour que ça aille mieux. Même une posture, 5 minutes, ça peut faire du bien en fait. Donc voilà. Et c'est quelque chose que je veux rappeler pour tout le livre. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire tout ce qui est marqué dans le livre, de cocher toutes les cases, d'acheter tous les outils qui peuvent être mentionnés. C'est plutôt d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps. Et d'ailleurs, il y a tout le début du livre, c'est consacré à ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? J'essaye de comprendre, de ressentir, avec différents outils qui sont proposés pour essayer de décrypter ce qui se passe, et ensuite de choisir en fonction de ce qui se passe l'outil, et pas de se dire si je mets tout en place, ça ira mieux. Parce qu'en fait, on est toutes différentes. Et on a toutes des besoins différents, notre corps s'exprime différemment, et donc les outils qui conviendront aux unes ne conviendront pas forcément aux autres. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à se connaître, et je crois que c'est une des clés de ce livre, une des différences de ce livre par rapport à d'autres, c'est ça en fait, c'est de se dire ok, il y a des explications générales sur l'endométriose et des outils spécifiques et tout ça, mais
En fait, ce qui, pour moi, a fait la différence dans mon parcours et ce que j'essaye de transmettre, c'est ça. J'essaye de comprendre ce qui se passe en moi, parce qu'en fait, des conseils, il y en a partout, des tonnes. On en voit sur des blogs, sur des sites internet, sur les réseaux sociaux, dans les livres et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est quand j'ai compris ce qui se passait dans mon corps et que j'essaye un outil qui répond à ce besoin-là. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ton livre a été pensé, j'imagine, comme on peut lire une première fois en lisant vraiment tout, et puis après, on se note une note mentale de voilà les chapitres qui m'intéressent et voilà ce qui fonctionne pour moi, et l'avoir un petit peu dans sa bibliothèque, toujours dispo si besoin. Est-ce que tu as rencontré des défis particuliers lors de la rédaction de ce livre ? Je dirais que le principal défi, ça a été plutôt de choisir la couverture. Il paraît que c'est 50% des ventes, non ? Ça a été un vrai sujet avec la maison d'édition. Je déflore pas quelque chose de secret, hein, mais en fait, globalement, comme je te le disais, j'aime beaucoup écrire, donc ça a été... C'était un plaisir. Ça a été un plaisir pour moi vraiment d'écrire. J'ai des facilités aussi pour savoir organiser des chapitres, etc., parce que dans une vie précédente, j'ai fait des études en classe préparatoire littéraire, donc voilà, c'est quelque chose qui... Bon, j'ai des bases là-dessus aussi, mais c'est vrai que c'était difficile de choisir la couverture, d'arriver à transmettre le message juste en un coup d'œil, en fait. Et donc, du coup, on a pas mal travaillé. J'ai fait appel à une super illustratrice qui s'appelle Marine de Quentin et qui est engagée pour la cause des femmes. Et voilà, donc c'est elle qui a illustré. Et puis, on a travaillé ensemble pour donner... Voici la couverture, pour ceux qui nous regardent. Pour donner un peu on a essayé de représenter un peu les femmes dans leur vie avec l'endométriose. À la fois, voilà, j'ai ma tasse de tisane de phytothérapie. Il y en a une qui a une bouillotte et qui est assise en tailleur, ça c'est moi. C'est ça, avec sa petite couverture. Et en même temps, voilà, il y en a une qui fait du yoga. Et puis, il y en a certaines qui ont le poing levé en disant « je vais y arriver, je vais prendre le dessus sur la maladie ». Voilà, donc l'idée, c'était vraiment d'avoir cette diversité parce qu'on est toutes dans des moments différents. Et c'est pas parce que, malheureusement, avec la maladie chronique, c'est pas parce qu'on est bien aujourd'hui qu'on sera forcément bien demain. Et c'est pas parce qu'on est mal aujourd'hui qu'on sera pas bien demain. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye aussi de dire pas mal dans le livre, c'est qu'il faut vraiment garder espoir, de se dire que les choses peuvent aussi tourner en ma faveur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont depuis des années dans des douleurs terribles et qui, du coup, se disent en fait, ça sera comme ça pour toujours. Et je veux croire, et pour l'avoir vécu, moi, et pour l'avoir vu aussi chez certaines femmes que j'ai accompagnées ou qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ça arrive, en fait, et qu'on peut arriver à s'en sortir, en fait. Et justement, ça, tu l'as fait puisque tu as coaché une centaine de femmes. C'était quel genre de profil, quel genre d'endométriose? J'imagine qu'il n'y avait pas de profil type. Est-ce que tu avais le sentiment que tu avais réussi à transmettre tes clés et qu'elles allaient mieux? Ouais, alors globalement, en fait, il n'y avait pas de profil type parce qu'elles viennent me voir toutes pour des besoins relativement différents. Il y a celles qui veulent soulager leur douleur. Il y a celles qui espèrent trouver des clés pour avoir un bébé. Il y a celles qui veulent plus de naturel dans leur quotidien. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités différentes. Après, je dirais que ce qui les relie toutes entre elles, c'est que, et là je suis un peu émue parce que je trouve ça génial, en fait, c'est qu'elles ont toutes fait le choix de s'investir pour leur santé, en fait. Elles se sont choisies et je trouve ça complètement fou parce que c'est du temps, c'est de l'argent, hein. Enfin, c'est un investissement financier, c'est un investissement aussi... en termes, voilà, il faut accepter de remettre peut-être certaines choses en question dans son quotidien. Enfin voilà, changer son alimentation, c'est quand même... c'est dur de casser ses habitudes. Ouais, c'est quand même un gros boulot. Se dire qu'on va essayer de dormir peut-être un peu plus. Enfin voilà, il y a pas mal de défis à relever au quotidien. Et en fait, elles font le choix de le faire. Et ça, franchement, je leur tire mon chapeau parce que moi, je l'ai fait, mais en fait, on n'a pas forcément... En fonction des moments de vie dans lesquels on n'a pas forcément le courage de le faire quand on est au bout de sa vie avec des douleurs terribles, des problèmes digestifs qu'on n'en peut plus. On se dit pas je vais faire ça en plus. T'avais pas envie de rajouter de la charge mentale pour suivre la maladie. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Donc je dirais qu'elles ont tout ça en commun de se dire ok, je vais essayer de changer des choses dans mon quotidien pour voir ce que ça donne, en fait. Et en ça, je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment pas facile.
Bah, j'imagine que ça doit faire plaisir à voir. Alors moi, je veux retourner parmi des termes qu'on ne connaît pas forcément. Du coup, parmi les clés que tu cites, il y a l'ostéothérapie qui peut soulager les douleurs, la kinésithérapie et la fasciathérapie. C'est quoi? Alors les fascias, en fait, c'est... alors, je ne suis pas fasciathérapeute, je vais l'expliquer avec mes mots. En fait, on a des tissus qui recouvrent l'ensemble du corps en dessous de la peau, un peu comme une sorte de toile d'araignée qui maintient en fait notre corps debout. Bon, évidemment, il y a toute la structure musculo-squelettique et tout ça. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui ressentent énormément de soulagement en étant manipulées par un fasciathérapeute parce que ça va soulager au niveau des adhérences, de la congestion et tout ça. Et donc, c'est comme les deux autres techniques, c'est une technique une thérapie manuelle. En fait, ça va vraiment travailler sur les douleurs qui ont une origine mécanique. Ça peut aussi travailler sur la circulation du sang et de la lymphe qui sont souvent congestionnées au niveau du petit bassin et qui peuvent générer aussi des douleurs. Donc voilà. Ok. Alors on sent que tu veux apporter du réconfort, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai senti, et que tu mets un point d'honneur à l'accompagnement psychologique, puisque c'est un sujet qui revient encore et encore, avec par exemple, encore un terme que j'ai appris, l'utilisation du terme appropriation. Avant que tu nous dises ce que c'est, je l'ai résumé brièvement, mais en gros c'est une méthode qui a pour objectif de limiter les conséquences négatives d'une maladie chronique sur la vie quotidienne. Alors bon, ça on le comprend, mais c'est dur à mettre en place. Et avant que je te pose cette question-là, est-ce que j'ai eu le bon sentiment sur l'accompagnement psychologique? Est-ce que c'était quelque chose que tu as voulu faire exprès? Parce que c'est vrai que avant le diagnostic et même quand on a une endo, on peut se sentir très très seul. Oui. Alors, je pense que globalement, dans ce parcours avec la maladie chronique, et d'ailleurs endométriose ou toute autre maladie chronique, c'est important d'être accompagné émotionnellement avec un psychothérapeute. Donc ça, c'est vraiment important, d'autant que bien souvent, l'entourage, même s'il peut être soutenant, il ne sait pas ce qu'on vit au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ah, mais mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs, ils ne comprennent pas ce que je vis. » Mais en fait... ils sont pas à notre place et ils peuvent pas comprendre, alors qu'une personne qui est formée pour ça, et il y a des personnes qui sont formées pour accompagner spécifiquement les personnes atteintes de maladies chroniques, ça va vraiment pouvoir aider au quotidien. Et puis on a vu tout à l'heure l'impact du stress, de l'anxiété sur le corps et sur les symptômes, donc c'est vraiment important. Et donc pour revenir sur l'appropriation, on pourrait utiliser un autre terme qui est celui de l'acceptation. Mais c'est un terme qui est souvent mal compris parce qu'on se dit, en fait, si j'accepte, j'ai perdu la partie. Si j'accepte que l'endométriose soit dans mon corps, que de vivre avec la maladie, je serai malade pour toujours. Et en fait, il y a une très belle citation de Christophe André, là que j'ai plus exactement en tête, mais qui dit que, en fait, si on n'a pas accepté de laisser quelque chose rentrer dans sa vie, on ne peut pas refaire sortir, en fait. Et donc, cette notion d'acceptation, d'appropriation, elle est hyper importante pour nous donner l'énergie de mettre en place des choses pour améliorer la qualité de vie au quotidien. Mais d'ailleurs, il y a plein d'études scientifiques qui montrent que les personnes qui acceptent, qui s'approprient la maladie, qui disent « Ok, elle est là », au lieu de lutter en permanence contre elle, je vais l'accepter et pour mieux la prendre en charge au quotidien, pour mieux agir sur ce que je peux ressentir dans mon corps. Et c'est quelque chose en fait, que moi j'ai vécu, parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de me dire « Ok, c'est là, qu'est-ce que j'en fais ?» plutôt que de me dire de faire l'autruche, parce que je l'ai fait l'autruche. J'ai fait l'autruche pendant, je pense pendant 6 mois avant d'être diagnostiquée. Parce que en fait, je me doutais très fort que j'avais l'endométriose parce que les symptômes étaient typiques, et je me suis dit, surtout, n'y pense pas, parce que si tu y penses, tu auras encore plus de mal à avoir un bébé. C'est complètement absurde quand j'y regarde aujourd'hui. Non, c'est humain, je pense. Ouais, c'est humain, mais en même temps, c'est absurde parce que en fait, si elle était effectivement là, que je me dise que je l'ai ou que je l'ai pas, ça changeait pas grand-chose sur l'impact que ça avait sur mon corps. Mais et puis bon, la vérité m'a rattrapée avec la grossesse extra-utérine, mais j'ai vraiment fait l'autruche et je me suis dit non, mais en fait, et c'est normal en fait de se dire qu'on veut pas qu'elle soit qu'elle soit là, qu'on l'ait au quotidien, mais en fait, en l'acceptant, en se disant ok, elle est là, qu'est-ce que j'en fais maintenant, comment je peux faire en sorte de bien vivre avec, on se donne beaucoup d'énergie pour mettre des choses en place, si on le souhaite bien entendu, toujours. Et en fait, cette notion d'appropriation, elle découle
du processus de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross qui a, qu'en fait, apprendre qu'on a une maladie chronique, c'est une forme de deuil, c'est une forme de deuil de la vie d'avant, parce qu'il y a une nouvelle vie qui commence, qui va être différente. Et donc, on passe par plein de phases. Ce que tu disais, c'est extrêmement difficile d'être dans cette appropriation, cette acceptation. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à arriver jusque-là, parce qu'on passe par plein de phases. On passe par le déni, par la colère, par le marchandage. Et petit à petit, en fait, il y a un schéma dans le livre pour expliquer ça. Petit à petit, on arrive à remonter la pente en se faisant accompagner. C'est pour ça que l'accompagnement psychologique est important. Pour se dire qu'en fait, ok, c'est ma nouvelle réalité. J'en voulais pas. Qui voudrait d'une maladie chronique dans son quotidien? Personne. J'en voulais pas, mais c'est là et je vais essayer de faire avec. Et comment je peux faire pour mieux vivre avec ou bien vivre avec? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Et c'est un peu ça le message du livre, c'est-à-dire que, en fait, j'aurais préféré être la femme d'en face et pas avoir cette maladie chronique, mais maintenant que je l'ai, qu'est-ce que je fais pour être mieux? Eh ben, c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et pour vous qui aimez écouter des podcasts, sachez qu'on a un podcast qui parle d'endométriose qui s'appelle Endométriose mon amour, animé par Marie-Rose Gallès, et qu'on a aussi sorti récemment En attendant la gynéco, qui parle aussi de cette maladie et un petit peu plus de l'aspect justement mental et de quels effets ça peut faire sur nous. Voilà, et à très bientôt. Magic.